Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis et bon dimanche avec un climat un peu compliqué cette semaine. Entre canicule, orage, ça a été chaud. Ça a été chaud et même parfois glacé dans certains endroits. Enfin, j'espère que chez vous ça va. Aujourd'hui, je reçois ce matin un chef. Et le chef que je reçois ce matin est depuis 3 semaines, vous allez comprendre pourquoi, énormément invité dans les médias, sur les chaînes de télé, dans les radios, et pourtant ce n'est pas son actualité culinaire et de restauration qui fait la une en ce moment. Vous allez comprendre si je vous dis que c'est un chef de cuisine iranienne. Ah, ça y est, vous avez pigé. Alors rassurez-vous, pas de politique ici. On va parler de la table iranienne, de la culture de la cuisine iranienne, parce que c'est bien de remettre les choses à leur place parfois. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Sam Tavassoli. Bonjour, merci de m'inviter. Merci d'être venu pour d'autres raisons que celles que l'actualité évidemment vous procure en ce moment. On vous a beaucoup interrogé évidemment sur les événements et pas trop sur votre cuisine qui est pourtant le cœur de votre métier et votre passion. Exactement. Très sincèrement, les gens venaient nous voir en nous disant « Ah, vous passez très souvent à la télé, à la radio ». Et je leur disais, c'est pas pour les raisons que je veux, en fait. Je préfère vraiment parler de ma passion. Alors, vous êtes le chef propriétaire de la Maison Mazet à Paris, plusieurs restaurants, et notamment on va dire le flagship, c'est-à-dire l'originel, qui est rue des Entrepreneurs. Je dis ça parce que rue des Entrepreneurs, dans le 15e arrondissement de Paris, pas très loin de la Seine, pas très loin du front de Seine, c'est un peu le petit Téhéran, comme il y aurait un Chinatown à Paris. Exactement. La raison étant qu'avant la Révolution en 79, les promoteurs, quand ils construisaient les tours Beaugrenelle qui sont sur les quais de Seine, ils ont eu la bonne idée d'aller voir les Iraniens pour les vendre sur plan. Donc ça a été vendu à beaucoup d'Iraniens et de Libanais d'ailleurs. Et donc quand il y a eu la révolution, beaucoup ont pu partir sur les tours. Et c'est vrai que dans les années 80, 90, c'était rempli. Le quartier était rempli d'Iraniens. Le front de Seine est iranien. En tout cas, il l'était. Voilà, exactement. Il l'était en tout cas. Mais les commerces sont restés. C'est-à-dire que la population n'y habite plus vraiment. Mais par contre, beaucoup de commerçants, même hors iraniens, sont des commerçants iraniens qui sont restés. Et beaucoup de Libanais, je le répète aussi, qui sont très nombreux. Alors j'avais envie de vous avoir ce matin parce que moi j'ai comment dire, une passion pour les cuisines du monde en général et un goût particulier pour la cuisine iranienne qui est très méconnue, d'ailleurs comme le pays. Soyons clairs, en dehors des événements qui nous agitent, qui agitent le monde depuis 15 jours, les gens, ça passe un peu inaperçu et pourtant c'est une culture extrêmement riche et notamment à table. Oui, c'est vrai que toutes les personnes qui viennent découvrir la cuisine iranienne pour la première fois dans notre restaurant ou chez des amis iraniens chez qui ils vont, ils sont très étonnés de voir la finesse de cette cuisine et les différentes variétés. Et écoutez, oui, c'est vrai, on aimerait bien être beaucoup plus connu. Peut-être notre marketing n'a pas été bon. Ça mériterait en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission. Exactement. Je vous remercie en tout cas de nous permettre... Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir des amis de la diaspora iranienne à Paris qui fêtent Nowruz chaque année, ce qui est le nouvel an au printemps en fait, le nouvel an perse. Je suis invité à chaque fois, donc j'ai pu découvrir là-bas votre cuisine puisque vous êtes traiteur également. Exactement, et que vous cuisinez, on peut dire à domicile, grosso modo, vous portez votre spécialité. Alors, on va en parler pendant toute cette émission et on aura tout à l'heure un épicier d'une maison assez connue aussi à Paris, la maison Escane, qui se trouve en face de votre resto d'ailleurs. C'est toujours dans ce quartier, tout le monde se connaît, évidemment. Un petit mot. Vous êtes né en France, j'imagine. Exactement, je suis né à Saint-Germain-en-Laye. Mes parents sont venus en 75 pour étudier en France et ils avaient dans l'idée d'étudier et retourner en Iran. Et donc avec les événements qui se sont passés, ça s'est pas très bien passé pour notre famille comme pour beaucoup d'Iraniens malheureusement. Et du coup donc ils ont décidé de rester. Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, comme Naufle-le-Château où s'était réfugié l'ayatollah Khomeini. C'est un coup du sort. Oui, écoutez, c'est vrai que c'est pas moi qui ai choisi d'être là-bas, même si j'aime beaucoup cette ville. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que mon père
père, donc au départ, a fait des études d'architecture au Beaux-Arts, mais comme il était passionné par la cuisine, donc quand il s'est passé ce qui s'est passé en Iran, il a décidé au lieu de se lancer alors qu'il avait son diplôme, il a décidé d'ouvrir un petit restaurant parce que sa vraie passion c'était la cuisine. Et donc c'est comme ça que tout a commencé pour Mazé. Ça veut dire que pour Mazé, c'est de la cuisine familiale avant tout. Vos souvenirs d'enfance, c'est votre mère et votre père qui cuisinaient. En fait, oui, mon père et ma mère, les deux étaient de très grands cuisiniers. Donc moi, j'ai baigné dans la bonne cuisine et moi-même, dès tout petit, je savais que j'allais suivre la voie de mes parents parce que j'aime beaucoup manger, comme eux. Oui. Et aussi, j'aime beaucoup cuisiner. Dès très petit, j'aimais faire des petits plats, etc. Je comprends. Hein. Et donc, oui, effectivement, cuisine familiale, mais quand même mis avec des techniques modernisées parce que mon père était un grand perfectionniste, donc peut-être ce côté architectural qu'il avait pour essayer à chaque fois d'améliorer les recettes. C'était franchement, très sincèrement, mon père était vraiment un artiste. Il a réussi à faire de la cuisine iranienne quelque chose de très très grand et il m'a beaucoup vraie création, quoi. Une recréation. Voilà, et il m'a vraiment donné un boulevard pour que moi aussi je puisse m'amuser et faire ce que j'aime. Donc je l'en remercie sur ce plateau. Voilà. Alors vous savez que le propos de cette émission, c'est évidemment d'avoir un regard divergent, un regard qui sorte out of the box, comme disent les Américains, c'est-à-dire regarder l'Iran sous un autre jour que celui que nous sert l'actualité. L'Iran, c'est un très grand pays, tant sur le plan géographique que sur le plan historique, avec une civilisation perse dont les Grecs étaient d'ailleurs très fans à l'époque, c'est-à-dire qui a servi de modèle, un peu de pré-modèle à notre civilisation méditerranéenne. Oui, c'est d'ailleurs notre très grande fierté aux Iraniens. Après... Il faut pas rester basé sur ses lauriers non plus, je pense. Ouais, il faut sûr, aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au vu de la situation aujourd'hui, on se dit que quand même quel gâchis avec ce peuple quand même on a tous les Iraniens qui sont partis partout dans le monde, ont réussi, sont des sont des gens extrêmement éduqués, beaucoup d'intellectuels, des gens qui... En Iran également. En Iran, quand vous prenez un taxi en Iran, c'est généralement toujours des étudiants qui ont fait des études de médecine, des études d'ingénierie, qui malheureusement ne trouvent pas de travail. Et c'est vrai qu'on se dit que il y a quel gâchis, le peuple, un grand peuple vraiment, voilà. Alors, on va parvenir sur l'Antiquité, évidemment, sur les grands monarques de Cyrus qui a fondé cet empire, de Darius, évidemment. Enfin bon, tous ces grands dirigeants, mais même plus proche de nous, c'est une histoire qui est toujours vivace et elle s'exprime dans la cuisine. Parce que pour moi, le fait le plus marquant, c'est que c'est un carrefour, l'Iran. Au milieu de l'Asie centrale, là, c'est évidemment la route de la soie, qui venait de Chine jusqu'en Europe, et la route des épices surtout. Et effectivement, en fait, la cuisine iranienne, ce qui est incroyable, c'est que c'est au milieu de l'Asie finalement et du Moyen-Orient, et malgré toutes les diverses cuisines qu'il y a autour, elle a quand même réussi à garder sa personnalité. Et c'est ça qui est incroyable. C'est une cuisine qui est complètement différente que la cuisine indienne. On va dire que la cuisine de turque, bon, ça se rapproche sur les grillades. Et éventuellement sur la cuisine afghane, bon, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Mais donc, plein de produits qui viennent de partout. En fait, on dirait un mélange de toutes ces cultures qui sont autour, mais avec sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des recettes en Iran qu'il n'y a nulle part ailleurs. Parce que c'est un grand pays, donc il y a une force de pénétration autour des frontières, mais au centre du pays, ça reste quand même très singulier et très particulier. Il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie, enfin on l'a pas mal vu malheureusement sur les cartes, pas pour les bonnes raisons, mais il y a grosso modo un nord et un sud, comme dans souvent les pays. Un nord qui est divisé entre, d'un côté de la Caspienne, la frontière de Azerbaïdjan-Turquie, c'est-à-dire vraiment ce qui est le plus proche de l'Europe. De l'autre côté, c'est l'Afghanistan, le Pakistan, c'est-à-dire la porte de l'Asie. Et au sud, qui est un peu le centre névralgique de la civilisation perse, parce que les Perses sont ceux du sud, en Iran. Eh bien, là encore, des influences extrêmement différentes. Oui, des influences différentes tant sur la cuisine, mais aussi sur les populations, en fait. C'est vrai qu'on a dans le sud beaucoup des gens, des Iraniens d'origine arabe. Dans le nord, on a beaucoup comme vous avez dit, d'Azerbaïdjan, et donc ça se ressent sur la culture, sur la cuisine, mais le dénominateur commun quand même,
c'est qu'ils sont tous des Iraniens, et c'est vraiment ça qui est incroyable en Iran, c'est que malgré toutes les communautés qu'il y a, les Arméniens d'Iran, les Juifs d'Iran, eh bien tout le monde se considère avant tout comme Iranien, et c'est vraiment la grande force de l'Iran aujourd'hui. 90 millions d'habitants, évidemment grande majorité de musulmans, donc on imagine que la place de l'agneau, du mouton est importante. Oui. Effectivement, pareil pour les fêtes, à chaque fois qu'il y a une bonne occasion, il y a malgré tout dégorger le mouton, etc. Ça, c'est des choses qui existent, mais je pense que c'est pas, enfin, c'est beaucoup plus culturel, même par exemple ceux qui sont pas trop dans la religion, etc. le font aussi par culture, parce que c'est une habitude, par une tradition. Voilà. Allez, restez avec nous, Essam Tabassoli, cuisinier iranien, pour parler ensemble de la table iranienne, de ce qu'on y trouve. On se retrouve dans quelques minutes. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, je suis avec Sam Tabassoli, un cuisinier iranien, pour parler de ce pays avec une grande gastronomie méconnue. Ah, pas méconnue là-bas, mais méconnue globalement dans le monde, parce que la diaspora iranienne, elle porte comme toujours, quand on est un expatrié, on emporte sa cuisine, c'est le meilleur moyen, avec un peu de nostalgie, de se souvenir du pays. Mais en dehors de la diaspora iranienne, il faut bien le dire, et même en France où on s'intéresse à la cuisine, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Oui, et d'ailleurs, l'une des raisons, c'est que les Iraniens, en fait, les parents iraniens voulaient toujours que leurs enfants soient avocats, ingénieurs, médecins, et ça toujours culturellement. Et c'est vrai que genre intègre-toi et mange ce que mangent les Français. Quoi. Exactement. En fait, ils sont très contents qu'il y ait des cuisiniers iraniens, mais eux-mêmes ils veulent pas que leur enfant le soit. Mais cela dit, ça a changé. Le cuisinier avait une très mauvaise image à l'époque, et c'est vrai que la France, donc c'est ce qui est génial en France, c'est que le cuisinier vraiment est un métier. Moi, parfois, je parle avec des gens qui ont sorti de grandes écoles. Quand on leur dit qu'on a fait Ferrandi, ils vous regardent vraiment. Et donc, et donc du coup, c'est vrai que ça a changé maintenant. Donc maintenant, plus de jeunes veulent faire la cuisine. Mais c'est ça qui nous a un peu porté préjudice, c'est que les parents, si on vous disait qu'on voulait être cuisinier, ils disaient non, faut pas que tu sois cuisinier, faut que tu sois avocat ou médecin, quoi. Ce qui est une grave erreur, parce que la cuisine, c'est quand même un métier incroyable. Surtout aujourd'hui, ça a retrouvé ses lettres de noblesse. Et puis on n'est plus les derniers de la classe. Il y a du travail, en fait, et aussi surtout que dans la cuisine, on trouve du travail. Bien sûr, il faut bien manger tous les jours et faire manger tous les jours. Exactement, l'intelligence artificielle ne pourra pas nous enlever. Sam Tabassoli, restaurant Maison Mazet, dont le berceau est rue des Entrepreneurs dans le 15e, le Little Téhéran Town, le Iranian Town de Paris. Sam, parlons un peu de plats. On l'a dit tout à l'heure avant la pub, le mouton, l'agneau est très important. C'est un pays musulman. On sait que en Asie centrale, qui est assez aride, c'est une bête qui trouve de quoi se nourrir où les autres peuvent pas trouver. Alors mouton et chèvre, j'imagine, comme dans tous les pays un peu chauds. Maintenant, parlons de sucre lent. Chez nous, c'est plutôt le blé, et puis ensuite c'est devenu la pomme de terre. Les sucres lents, c'est important, c'est le glucose, c'est notre carburant. Vous êtes en Iran un peu au bout du croissant fertile, en quelque sorte, donc du blé, j'imagine, c'est important, mais la route des épices et de la soie vous a apporté le riz. Exactement. Très rapidement. Ouais, c'est ça, le riz c'est-à-dire que je pense que on mange du riz une fois par jour, et pour les plus gourmands 2 fois. Et donc le riz, c'est vraiment c'est la garniture de base en principale. C'est-à-dire que nous, en France, on accompagne la viande d'une garniture. Nous, on accompagne notre riz de viande, en fait. C'est ça. Donc, le riz, c'est la base. C'est la base. Et donc, des riz de différents parfums et une manière de cuisiner unique. C'est vrai que on peut pas se permettre, quand on invite des gens, de rater sa cuisson de riz, sinon c'est une humiliation. Le riz est le plus important dans notre cuisine. Il y a toutes les choses qui vont autour, mais oui, effectivement. Alors, le riz, il est venu, évidemment, de Chine. Il a transité par l'Inde, le Pakistan, dont l'Iran est frontalière. Du coup, beaucoup de recettes sont passées à travers la frontière, les biryani, les pulaos, etc. Justement, c'est ça, c'est qu'on va dire le biryani, on a des riz qui ressemblent au biryani, mais avec des parfums et des saveurs complètement différentes. Ça veut dire que déjà, nous, on n'utilise pas de curry, on n'utilise pas d'épices fortes. Les seules épices qu'on utilise, c'est le safran. Le safran, qui est une belle production. Une belle production, et du curcuma, en fait, qu'on va mettre souvent dans presque toutes les recettes de mijotés qu'on va faire. Et donc, voilà la différence avec l'Inde, où ça va être un peu moins fort en goût. C'est-à-dire que les goûts sont moins masqués dans la cuisine iranienne. Exactement. En fait, par exemple, c'est très simple. On a un des riz que les gens adorent, c'est le riz aux griottes, qui est très surprenant. Ah oui, parce que
les cerises acidulées, ça c'est une spécialité iranienne. C'est une spécialité qu'on mange, qui est très très bon avec du poulet, comme le zeresh, qui est les riz à l'épine vinette. Ça, le zeresh polo, en fait, si vous allez en Iran, chez 4-5 familles manger différents, il y en a 3 ou 4, peut-être les 3 ou 4 qui vont vous les faire. Le zeresh polo, c'est vraiment le plat national iranien, on va dire, si vous allez chez les gens. Et donc, c'est très simple, en fait. On prend la griotte, on fait une confiture de griotte, et on mélange avec le riz et on met à cuire. On a un riz aux fèves et à la nette du bar Ali Polo. C'est une sorte, attendez, si vous dites on mélange et on fait cuire, c'est un peu comme un risotto à partir de griotte ou pas? En fait, non, c'est un pilaf, c'est un poulain. Même pas en fait. Disons qu'à la base, il faut qu'on précuise notre riz. D'abord, déjà, ce qui est très important, c'est qu'il faut le riz, il faut le mettre dans l'eau. Au moins 4 heures avant. Tremper, quoi. Tremper pendant au moins 24 heures avant si vous pouvez. Ou quelques heures avant, ça va aussi. Ensuite, vous faites une première cuisson al dente, donc on va le faire bouillir. Et par la suite, c'est là où soit on met notre riz nature dans le cuiseur de riz pour faire du riz traditionnel au safran, ou alors quand on va remettre ce riz à cuire à l'étouffée, c'est là où on va rajouter les garnitures qu'on veut, que ce soit les griottes, le zeresh, l'épine vinette, ou les fèves et à la nette pour le bar Ali Polo. Par exemple, on n'est que sur de la fève et de la nette, rien du tout. Pas de, on va pas faire. Non, on prend des fèves, de la nette, du riz et on met à cuire. On masque pas le goût. Donc c'est très très simple. Les produits, c'est très important pour qu'on mette le goût du produit en avant. Alors il y a une question qui pour moi est essentielle et qui est un marqueur fort des différentes civilisations. Quelle matière grasse? Parce qu'on m'a dit en Iran on utilise le beurre, le ghee, j'imagine, le beurre clarifié par exemple. Alors oui, et c'est très 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 drôle que vous demandiez ça parce que nous quand on va en Iran, c'est vrai que moi je suis originaire de Shiraz et de Boucher par ma mère, mais je vais dans le nord. Parce ça c'est le sud, hein, c'est le noyau du monde perse. Hein, parce que le Perse, grosso modo, c'est la moitié sud de l'Iran, les Perses originels. Exactement. Et donc, mais comme quand je vais en Iran, je vais tout le temps dans le nord parce que mon épouse vient de Gorgane, donc vers la mer Caspienne. Oui. Et ils utilisent, et même dans le sud d'ailleurs, ils utilisent du gras de mouton en fait, de viande, c'est ça. Ils utilisent même pas de beurre. Et souvent quand j'allais manger là-bas, la graisse de mouton. Et il faut être habitué. Ah bah surtout le mouton, hein. Le suin, ça a quand même un sacré arôme. Et très sincèrement, c'était très bon, mais ma belle-mère quand même gentiment allait prendre un peu de beurre. Elle savait que pour moi, il fallait que je m'habitue. Les quelques premiers jours, il fallait que je passe au beurre et après on pouvait, parce que c'est quand même fort. Mais c'est vrai que après quand on s'habitue, ça donne quand même un goût, un autre goût c'est fade pour les gens qui ne l'ont plus. Après, bien sûr. Voilà. C'est un adjuvant. Mais quand elle vous met du beurre, elle ne le met pas parce que vous êtes né en France. Elle le met aussi parce que une partie des Iraniens consomment du beurre. Oh oui, effectivement, exactement, oui, du beurre. Mais après le beurre, c'est vraiment que pour le riz, mais c'est plus de l'huile et comme la graisse de viande, hein, si je puis dire. Mais quand même, ça reste une cuisine quand même pas si grasse que ça. C'est-à-dire que quand on mange iranien, même quand on a l'impression qu'on mange du riz, de la viande, beaucoup, à la fin du repas, on n'est pas lourd en fait, parce que le riz est cuit d'une manière aérienne. Et on mange ça surtout avec des grillades au restaurant. Et donc, c'est pas... beaucoup de grillades. Oui, des grillades. Le mode de cuisson, c'est rôti grillé. Oui, c'est ça. En fait, les grillades, c'est ce que les gens iraniens vont plutôt manger au restaurant. Ou alors quand on va à la montagne ou dans les chutes d'eau, quand on veut être un peu tranquille et même boire un petit verre d'alcool parfois et qu'il faut faire ça un peu discrètement, et ben on va dans des endroits un peu cachés et là c'est vraiment ça, c'est des moments que je souhaite à tout le monde. Il y a des chutes d'eau, on fait des petites grillades, on prend un petit verre d'alcool et là on passe un moment magique, mais je vous assure il faut le vivre une fois dans sa vie. Comment s'appellent les brochettes en farci? Le kebab. Le kebab, donc c'est un kebab, c'est un kebab quoi. Oui, c'est ça. Et donc c'est le cello kebab en fait, c'est le riz avec les brochettes. Ça, c'est ce que tous les Iraniens vont manger au restaurant en fait, parce que c'est des choses qui sont difficiles à faire à la maison. Oui, donc il faut avoir le barbecue, au moins un feu de bois, etc. Oui, ça prend du temps. Si on a envie de manger, on va au resto. Et donc c'est vrai qu'en Iran, maintenant ça a changé parce que ça s'est modernisé, mais à l'époque, il y a une quinzaine d'années, on allait au resto que pour les cello kebab. Et il n'y a pas les plats, on mangeait des plats mijotés à la maison quoi. On pouvait pas manger. C'est ça. Voilà. On faisait des plats en cocotte ou dans des plats en terre à l'étouffée quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'une ancienne génération n'ira pas manger un plat mijoté au resto. Si le jeune il prend ça, il dit mais pourquoi tu manges ça au restaurant? Tu peux le manger à la maison. C'est ça. On l'a à la maison. Oui, exactement. Je comprends Sam. Un mot encore. On parle donc du riz, très important, la viande de mouton. On s'imagine c'est la base, comme beaucoup en Asie centrale en définitive, hein, parce que c'est l'animal qui tient le mieux, je dirais, qui résiste le mieux à parfois des hautes températures et à une certaine aridité du sol. Qu'est-ce qu'on a comme verdure? Je veux dire, chaque civilisation, là encore, a sa verdure, acidulée ou pas, etc. C'est quoi les feuilles? Quand on met du vert dans les plats, c'est quoi? Alors,
il faut savoir que sur chaque table d'Iraniens qui mangent, c'est-à-dire que vraiment, et encore là je parle même de mon épouse qui a grandi en Iran, qui est arrivée à 18 ans, on est obligé d'avoir une assiette avec des herbes fraîches, que ce soit de l'amande, de la coriandre, du persil, de l'estragon, du basilic, vraiment il y a tous ces types d'herbes. Et en fait l'herbe, c'était déjà pour Nowruz, vous savez que les herbes, on fait pousser le blé avec les herbes. Nowruz, c'est le nouvel an iranien, exactement. En fait l'herbe a une place vraiment centrale déjà dans notre cuisine, mais surtout même qui va sur la table. Ça veut dire qu'à chaque repas, il y a un plateau d'herbe, parce que les gens mangent l'herbe comme ça avec le repas. On mange une cuillère et on mange une petite feuille de basilic pour apporter un peu de saveur. Donc c'est vraiment tout type de fines herbes qu'on met. Oui, puis dans des pays chauds, c'est un signe de prospérité de pouvoir avoir des herbes du jardin fraîches, en définitive, traditionnellement. Oui, effectivement. Mais alors oui, moi j'en ai vraiment vu sur toutes les tables. Ou des herbes sauvages d'ailleurs, oui, de cueillette, quoi. Oui, c'est ça. Et ça peut même être parfois une salade forte, une roquette ou quelque chose. Il faut vraiment quelque chose pour accompagner, apporter cette fraîcheur dans la cuisine qu'on mange. Mais Sam Tavassoli, si je comprends bien, parce que là je lis entre les lignes, vous me dites, on a un riz qui est très léger, très peu de matière grasse, de la verdure sur les tables, des herbes fraîches. Ça veut dire que c'est un repas super équilibré. Ils ont presque inventé le paradoxe grec, le repas nutritionnel parfait, les Iraniens avant l'heure. Oui, bon, j'ai peut-être un peu, je suis peut-être sur les plats mijotés quand même. On n'y va pas de main morte avec lui quand même. Je vais pas. C'est nourrissant quand même. On peut manger, c'est-à-dire qu'on peut manger très 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 léger. Mais si on veut manger bien gras et gourmand, on peut aussi. Voilà, on a le droit. On a le droit aussi. Non, parce qu'après, quand même, c'est vrai qu'on parlait du beurre. Par exemple, le riz à l'épine vinaigrette, qui est le plat, on fait ça avec du poulet. On mange aussi beaucoup de poulet en Iran. Donc, on va mettre le poulet à l'intérieur du riz. Et là, quand même, l'huile dont je vous parlais, la graisse d'animal qu'on va mettre, on va la mettre complètement sur le riz comme ça. Donc il y a pour nourrir le riz au dernier moment. C'est ça. Et c'est vrai qu'on la met d'ailleurs toujours au dernier moment. On met le beurre au dernier moment pour qu'il reste frais, le beurre ou l'huile. Et donc c'est comme ça que ça reste vraiment encore bien mélangé. On va pas le cuire avec. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez en une minute, et après on va devoir se quitter. On se retrouve après la page de pub. Mais qu'est-ce que vous diriez sur la principale différence entre la cuisine telle qu'on la conçoit nous en France et la cuisine iranienne, dans leur diversité, sur les techniques de cuisson? C'est quoi les différences premières? En fait, la différence que vous allez avoir très sincèrement, je vous assure qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi, je viens de la cuisine française. J'ai fait l'école Ferrandi et d'ailleurs, avant de venir chez mon père, j'ai travaillé dans des restaurants étoilés. Et il y a cette complexité qu'on retrouve dans les recettes qui est presque similaire. Par exemple, quand on va prendre les mijotés, par exemple, on prend un bœuf bourguignon, et ben on a plein de plats mijotés. La base, c'est toujours la même en fait. Les grillades, garniture aromatique, et puis on fait cuire la viande, et puis on mouille et on. Exactement, c'est ça. Sauf qu'au lieu de mettre une garniture aromatique, nous on va mettre du curcuma. Voilà, on va mettre un petit peu de cannelle sur certains plats. Voilà, c'est ça, c'est seulement ça les différences. Mais finalement, les techniques de cuisine, à part évidemment par exemple sur les brochettes, voilà il faut avoir les techniques pour faire les brochettes, etc. Mais la cuisine reste la cuisine selon moi, et franchement elle n'est pas si différente que ça. Franchement, un pays où les valeurs sont inversées, où on mijote à la maison et où le barbecue c'est au restaurant, moi je dis chapeau. Allez, on se retrouve dans une minute, on va parler un peu de produits et de régions. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Une cuisine et une gastronomie méconnue de beaucoup de monde, c'est l'objet de notre émission ce matin, puisqu'on parle de la cuisine iranienne avec un chef iranien à Paris, Sam Tavassoli, qui nous fait l'amitié d'être ici. Il n'est pas beaucoup interrogé sur sa cuisine en ce moment, c'est pour ça que ça me fait plaisir de l'avoir. Sam, ça fait une demi-heure qu'on passe en revue déjà et qu'on commence à saliver. La cuisine iranienne, j'ai envie de dire plutôt les cuisines iraniennes, parce que dans les grands pays, il y a toujours un fond de régionalisme. C'est normal, Oui, exactement. Par exemple, les deux plus spécifiques, c'est dans le nord, on a le boroli grator, qui est un mijoté de fèves avec de la nette et des œufs. C'est un plat qui est vraiment très connu. Et dans le sud, ils ont le gralier de Mori, qui est un mijoté de poisson. N'essayez même pas que je répète. Non, parce que vous avez un très bon accent, merci. Moi, c'est nul. Mais bon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt épicé. Dans le sud, ils vont manger plus épicé. Et donc, et après, il y a des plats qui sont
partout, dans tout l'Iran, mais qui sont cuisinés un peu de manière différente selon la région. Alors, Sam, on l'a compris, aujourd'hui, donc il y a une communauté iranienne en France. Vous, j'imagine que vos appros, vous passez quand même par des professionnels, des grossistes et des demi-grossistes. Oui. Mais pour l'Iranien à Paris ou pour l'amoureux des produits comme moi je le suis depuis longtemps, il y a heureusement des épiceries fines. Exactement. Et il y en a une en face de chez vous, c'est la maison Escan, qui est installée depuis à peu près la même époque. Et on est ce matin en ligne avec Saman Varam. Bonjour Saman. Bonjour monsieur Fernier, comment allez-vous? Ah bah ça va, vous êtes dans votre boutique. Alors, les deux frères Varam reprennent, ou en tout cas tiennent avec leur père, je crois, la boutique Escan. Ça fait combien de temps que c'est installé Escan, rue des Entrepreneurs? Depuis 1989. Eh ben voilà, donc il y a une certaine antériorité. Et moi, ça fait longtemps que je passe chercher des pistaches ou on va dire des confiseries à base de pistaches, parce que je suis un dingue de pistaches. On va en parler ensemble, Saman. Est-ce que aujourd'hui, très honnêtement, est-ce que vous avez une autre clientèle que la clientèle des expatriés iraniens à Paris? Est-ce que les Français de souche s'intéressent aux produits de chez vous, aux produits iraniens? Oui, effectivement, de plus en plus, on a de plus en plus de Français qui passent à la boutique. Au début, si vous voulez, quand mon père il a ouvert, on avait 90%, voire 100% d'expatriés iraniens. Évidemment. Là, on est vraiment sur du 60-40. Hein, ah, c'est bien. Beaucoup développé grâce au restaurant, quoi. Exactement, qui a fait découvrir un petit peu la cuisine grâce aux livres de cuisine, par exemple. Ça s'est un petit peu démocratisé, on va dire. Et on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées et qui viennent nous demander des conseils à la boutique. Bon, on va parler un petit peu de produits. Qu'est-ce que vous m'avez apporté dans vos barquettes, Sam? Alors, je vous ai apporté... Alors, j'aurais voulu apporter des brochettes, mais je n'ai pas pu. Ah bah donc non, mais donc, j'ai apporté des choses vraiment... Alors, un plat, donc, qui est celui-ci, qui est le grolme sabzi. Le grolme sabzi. Voilà, le grolme sabzi. Le fait même de l'évoquer, si un Iranien l'entend, il aura envie de le manger. Oui. C'est un mijoté de viande. Ça peut être donc de l'agneau, du bœuf ou du veau. Nous, on fait du veau. Ça sent un peu le cumin. Alors, c'est avec des herbes et l'ingrédient le principal, c'est le fenugrec en fait. Ah, le fenugrec. Ouais. Et ça, c'est formidable. Avec des haricots rouges. Et en fait, je vous ai ramené ce plat parce que ce plat, vraiment, si vous allez dans 10 familles différentes, il va peut-être être cuisiné de 10 manières différentes. Le seul dénominateur commun, c'est le fenugrec et le type de haricots que vous allez utiliser. Et donc voilà, ce plat est vraiment, je pense... Ça, c'est la base, ça. C'est un des plats quand même les plus... voilà, que les Iraniens aiment le plus, le grolme sabzi, je pense. Alors, Saman, vous nous entendez, on parle de fenugrec, donc on parle d'épices. L'Iran, donc traditionnellement sur la route des épices, évidemment. Vous avez, comme vous êtes épicier, c'est votre cœur de métier, là. Oui, effectivement. Alors, on a beaucoup d'épices qui viennent de notre pays. On les utilise beaucoup dans notre cuisine. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal de demandes par rapport à ça. Et c'est ce qui donne du peps, on va dire. Parce que ces épices particulières... évidemment, quand on a un pays aussi étendu, avec une production locale, moi j'ai envie de vous dire, est-ce que depuis le changement de régime, est-ce que c'est pas compliqué l'import de produits venus d'Iran? On sait bien qu'on peut acheter des pistaches parce que ça c'est vendu. Est-ce que les restrictions, est-ce que les accords commerciaux compliqués, est-ce que ça vous rend difficile le travail? Non, ça nous impacte pas. Et fort heureusement, on a des producteurs en Iran qui font vraiment du très très bon travail, qui arrivent à sortir encore et toujours de très très bons produits. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le safran par exemple. Bah oui. Voilà, donc on les remercie et c'est ce qui fait que les gens apprécient nos produits et qui viennent encore chez nous. Alors le safran, c'est vraiment l'épice des rois, j'ai envie de dire, le produit alimentaire le plus cher au monde. L'or rouge. Oui. L'or rouge. Alors, il est cher, non pas parce que c'est une plante rare, il est cher parce que les stigmates sont cueillis à la main. Donc, on imagine bien qu'il y a une main-d'œuvre de folie et il est quand même beaucoup moins cher que le safran français parce que, évidemment, la main-d'œuvre en France, on sait qu'elle est payée royalement et notamment sur le dos de l'État avec les taxes. Ce safran iranien, vous en importez beaucoup, j'imagine?
Oui, on en apporte beaucoup. Alors, on a une clientèle, bien sûr, iranienne et une clientèle française qui apprécie cela. Et on a de plus en plus même de cures à base de safran. La cure safranée. Ça vient de quelle région, Saman, en Iran? Ça vient de la région de Khorasan. Oui. Donc Khorasan, on dit principalement dans la ville de Mashhad. C'est où? C'est dans quel secteur de l'Iran? C'est le nord, on va dire le nord-est. Ouais, d'accord, le nord-est. Voilà. Du côté là-bas de l'Afghanistan ou du Turkménistan, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Et vous, Sam, le safran iranien, alors évidemment, si vous utilisez du safran, vous allez plutôt prendre du safran iranien, mais est-ce qu'il est différent? Est-ce que vous y trouvez des arômes différents? Alors déjà dans les safrans, il y a plusieurs types de safran et donc voilà, selon les qualités que vous prenez, évidemment aussi il faut vraiment prendre la meilleure qualité pour pouvoir extraire le meilleur parfin. C'est-à-dire les filaments les plus longs exactement, possibles. Et ce qui soit bien rouge, parce que parfois il y a aussi donc différents types d'autres qui sont un peu moins chers aussi, où il y a un peu plus de déchets, on va dire, si je peux appeler ça comme ça. Mais alors moi, pour être honnête avec vous, j'utilise vraiment que du safran, donc je pourrais pas vous dire s'il y a une différence avec d'autres safrans. Oui, ça me semble logique. Mais en tout cas, ce qui est quand même vraiment le bon safran iranien quand vous le prenez, en fait, la différence que vous allez payer en plus cher, c'est que vous allez en mettre beaucoup moins dans votre plat. Donc vous êtes gagnant à la fin. Il vaut mieux, et ça marche pour tous les produits en fait. Quand vous prenez un bon produit, vous allez en mettre moins et il va y avoir plus de saveur. Donc finalement, vous allez payer moins cher en fait. Et il faut rappeler que le safran, on le fait toujours tremper dans un liquide pour qu'il infuse. Sinon, il faut le pulvériser, donc il faut l'écraser, le piler exactement, et ensuite prendre de l'eau tiède, très peu d'eau tiède, et ensuite l'infuser comme ça. C'est vrai que dans la cuisine française, on a l'habitude, par exemple, dans les bouillabaisse, de mettre des pistils de safran. Et donc, ça marche aussi. Mais très sincèrement, quand vous le pilez, vous mettez un tout petit peu d'eau, vous laissez infuser. Pour vous, c'est une faute, ça. J'oserais pas dire ça quand même, parce que mais qu'ils essayent de faire cette technique-là pour le safran, et là, il va y avoir ça extrait mieux l'arôme. Beaucoup plus, et ils en mettront beaucoup moins, parce que là, vous allez avoir la couleur qui va changer, et l'odeur du safran va vraiment être beaucoup plus imprégnée dans la recette que vous allez faire. Alors, si on parle de safran, on parle de riz, Saman. Alors, pour moi, le riz au safran, c'est plutôt le risotto milanaise, mais c'est pas grave, enfin, ça en est une autre forme. Chez vous, c'est du basmati largement qui est utilisé. Donc, vous importez votre basmati d'où? Alors, nous, en fait, le basmati, il vient de la région du Punjab. Donc, il est indien ou pakistanais, on va dire. C'est généralement un riz long qu'on utilise. Si vous voulez, généralement, en Iran, on utilise le riz de tous les jours, donc c'est le riz iranien qui vient de Gilan. Donc c'est un petit riz qui est très parfumé, qui est vraiment très très apprécié en Iran. C'est le riz de tous les jours à la maison. Mais quand, par exemple... C'est un grain moins long, quoi. C'est un grain plus trapu. Exactement, il est plus petit, mais il est différent au niveau des saveurs. Il est plus parfumé. Et si vous voulez, quand on reçoit les jours de fête, généralement, quand on veut partager un bon moment entre amis ou en famille, on va utiliser un basmati avec un riz plus long, qui est beaucoup plus Pourquoi beau, c'est considéré comme plus élégant, quoi? C'est un riz plus recherché. Un peu un riz de luxe, ça? Alors, oui, mais je vais vous dire une chose, en Iran, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un boycott de ceux qui ne prennent pas de riz iranien. Les restaurants qui ne prennent pas de riz iranien, les gens n'acceptent plus trop ça en fait. La différence. Faut être locavore en Iran c'est ça, aussi. exactement. Mais ils commencent à redévelopper la production du riz là-bas. Mais pendant un moment, il n'y avait même pas le droit de l'exporter pour qu'il reste pour les Iraniens. Aujourd'hui, ils ont réussi, donc on peut l'exporter. On peut en trouver d'ailleurs chez Escan. Et en fait, ce qu'il a de grande différence entre les deux riz. C'est vrai que le riz indien ou pakistanais, il est plus long, il est très très agréable, très aérien. Le riz iranien est plus court. Il va ressembler physiquement plus à un risotto, mais par contre, au niveau du parfum, très sincèrement, il est incroyable. Quand on cuit un riz iranien à la maison, toute la maison sans le riz. Franchement, ça donne, même si vous n'avez pas faim, vous allez avoir faim quand vous sentez ce riz-là. Et puis on est très moyen de riz. Il suffit juste de sentir même le sac de riz. On le sent au travers du... Alors, un dernier mot et on va y revenir tout de suite parce que quand on parle de riz, on parle de rizière et quand on parle de rizière, on parle d'eau et l'image qu'on a de l'Iran, c'est un pays aride, pas du tout. On revient dans une minute. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente.
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Un petit focus ce matin sur la cuisine iranienne, c'est passionnant parce qu'on en apprend. Moi, j'adore apprendre des choses. Et là, je veux dire qu'on a des spécialistes. Et pour moi qui ne le suis pas, mais qui suis amateur de beaucoup de choses, ça me fait bien plaisir. Je suis avec Sam Tavassoli, le chef de la Maison Mazet à Paris. Et au téléphone, Saman Varam, qui est l'épicier d'en face. On peut dire l'épicier fin, l'épicier iranien. Alors, on parlait de produits, on parlait de riz, juste avant la pause. Là. Et je disais, quand on parle de riz, on pense à l'eau, hein, parce que pour des rizières, il faut de l'eau. Il n'y a pas de riz en terre aride. Et ça me tend la perche pour vous dire, en fait, on a une image de l'Iran comme un pays aride, désertique, mais en fait, c'est extrêmement composite. Il y a des montagnes, il y a des régions très froides, il y a des régions très boisées, des plaines riches. Et d'ailleurs, le riz, nous, quand on va dans le nord, très souvent, on passe dans des endroits où il y a le riz qui est cultivé, et quand vous êtes sur l'autoroute, vous sentez l'odeur du riz. Mais non. Et je vous assure, c'est incroyable. Oh non, là vous m'en rajoutez ça. Je vous dis, l'Iran, c'est un pays, pas aujourd'hui, mais demain, en espérant qu'il y a des bonnes choses qui se passent dans le futur, c'est un pays à visiter, parce que chaque région où vous allez avoir une gastronomie, une culture, vous allez avoir des choses incroyables que vous verrez nulle part ailleurs. Comme vous avez dit, vous avez le désert, vous avez la mer, vous avez les montagnes, vous avez les chutes d'eau. Moi, j'ai passé presque des plus beaux moments de ma vie là-bas, avec de plus d'émotions culinaires, même avec les gens. C'était vraiment incroyable. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. Eh bien, on espère que c'est un pays qui s'ouvrira dans l'avenir. Hein. C'est l'espoir qu'on porte, évidemment, comme beaucoup d'Iraniens. Sam, on parlait de riz. J'aimerais qu'on parle avec Saman qui nous écoute des pistaches. Parce que la pistache, c'est la noix iranienne par excellence. On m'a dit, Saman de l'épicerie Escan à Paris, on m'a dit, Saman, qu'il y avait en Iran, et même dans le monde, hein, des magasins que de pistaches, avec pistaches à tous les étages, de toutes les sortes, de toutes les façons, de toutes les utilisations. C'est vrai, ça ? Oui, effectivement. Alors, la pistache, elle est vraiment travaillée dans tous les sens. Donc, on a déjà plusieurs variétés et surtout, elle est travaillée au niveau des épices. C'est-à-dire que nous, par exemple, au magasin, on a des pistaches au safran, on a des pistaches au citron et avec des fleurs de sel dessus. On a des pistaches Akbari, c'est les longs. On a les pistaches Callegrucci qui sont les rondes. On a les pistaches petit calibre. Voilà ce qu'on arrive à fournir en fait dans notre magasin, mais après c'est vrai qu'en Iran là vous allez avoir encore beaucoup plus de choix et elle est vraiment travaillée, c'est vraiment un savoir-faire en fait si vous voulez pour rendre vraiment la pistache extraordinaire. Alors l'Iran c'était le grand producteur de pistaches, les Américains se sont mis sur le marché, hein. Je sais qu'en Californie ça fait de la pistache aussi. Oui, hein. Mais alors avec tout le respect que j'ai pour les Américains que j'adore. On est là aussi pour taper sur les autres. Mais on peut faire incomparable, c'est-à-dire vraiment aromatiquement incomparable. Je vais vous dire, nous on utilise beaucoup de pistaches dans notre cuisine. D'ailleurs en ce moment, je sais, Simone peut-être me confirmera, mais il y a un problème d'exportation et d'ailleurs le prix a vraiment augmenté. Oui, le prix est très tendu. Oui, parce qu'ils veulent plus. C'est très dur à trouver maintenant. On vient me voir avec des pistaches américaines à moitié prix. Je dis non. Parce que moi, je prends le produit d'abord. Il faut prendre le produit, peu importe le prix, mais ça n'a rien à voir. Ça va, voilà. Sincèrement, ça n'a pas grand-chose à voir. Même si, voilà, je respecte leurs produits, mais vous savez qui vous me faites penser quand dire il faut prendre le produit, peu importe le prix. Vous me faites penser à Pierre Hermé, qui n'a jamais regardé le prix des produits pour ses pâtisseries et qui est, alors je tiens à le dire, citoyen d'honneur de la ville d'Ispahan grâce à son dessert, son fameux dessert. Je confirme, ce dessert est exceptionnel. J'adore à chaque fois que on va dans des réceptions, que les clients le commandent. Je suis ravi parce que je peux goûter une petite part. Ben voilà. Et Pierre, dont je sais, pour bien le connaître, qui n'a jamais eu la chance encore d'aller en Iran, est citoyen d'honneur d'Ispahan. Il faut dire qu'il a porté le nom d'Ispahan à travers les spécialités. Et avec honneur, parce qu'il a vraiment fait une pâtisserie exceptionnelle. Il a vraiment fait honneur à Isfahan avec cette pâtisserie. Ah oui, c'est pas mal, c'est vrai. Hein. On en est assez fiers. C'est l'honneur rendu. Alors, parlons de ces pistaches. Elles sont partout, vous le disiez, dans la cuisine. Et alors, dans la pâtisserie, c'est même pas la peine de le dire. C'est presque la base, Sam, de tous les gâteaux iraniens. Et effectivement, avec le safran et l'eau de rose.
Mais oui, la pistache, en fait, la pistache, on peut la mettre partout, dans tous les desserts, même dans les plats. C'est quand même un des produits phares avec je dirais, si on veut représenter les produits iraniens, ça va être le safran et la pistache, je pense, en tout premier lieu. C'est ces deux produits-là qui représentent le plus l'Iran, en fait, je pense. C'est le gros de vos ventes, Saman, chez Escan, c'est safran pistache? Oui, effectivement, le safran et la pistache sont vraiment les produits phares en fait du magasin. Les best-sellers, comme on dit. Ouais. Oui, exactement. Mais on a comme par exemple les nougats à la rose et à la pistache qui sont extraordinaires aussi. C'est vraiment magnifique. Et vous avez bien sûr les glaces qui sont au safran, à la rose et à la pistache. Là, vous avez une association extraordinaire. Surtout en ce moment, il fait chaud, donc c'est le moment d'en profiter, c'est magnifique. Mais aussi, Sam, juste un petit mot, moins connu, des fruits. Des fruits qui sont particuliers, par exemple le raisin, quoi. Je sais qu'on utilise beaucoup le raisin. On utilise beaucoup le raisin, et d'ailleurs le raisin en Iran a une particularité. Alors vous savez qu'en Iran on a théoriquement, légalement, pas le droit de boire de l'alcool. Voilà. Pas de vin, normalement. Et pourtant, dans l'histoire et l'Antiquité, ça a été un grand pays du vin. Exactement. Mais en fait, c'est pas le vin, parce que le vin, il y en a qui le font, moi. Je vais pas citer de nom, mais quand je vais en Iran, j'ai des gens qui me font de la bière, du vin, etc. Mais l'alcool principal, c'est le alarsagi qu'on appelle, et c'est fait à base de justement ces bons raisins iraniens qui font sécher, et après ils vont extraire ils vont faire un alcool de raisin sec, et je vous assure, c'est extrêmement bon. Et ils ont essayé de le refaire ici avec des raisins ici. C'est très très bon aussi. Mais c'est vrai que le raisin iranien, parce que, voilà, et puis le fait de le sécher au soleil et tout, c'est quand même. Donc oui, c'est. Et puis après évidemment tout ce qui est les melons, les pastèques, là on a quand même des produits ont une saveur particulière là-bas. Dans un pays où il fait globalement chaud, on peut pas le cacher, ça. C'est vrai qu'on va chercher la fraîcheur énormément des fruits pour se rafraîchir. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'on a deux climats complètement différents. On en a parlé avec le sud qui est plutôt un climat désertique, très sec l'été avec des températures très élevées, et dans le nord une température très humide, plutôt, pas tropicale non plus, mais avec beaucoup de pluie. Et donc c'est vrai que ce qui permet une grande diversité de produits en Iran, quoi. La matière sucrante, puisqu'on parlait de pâtisserie et notamment la pistache, on voit bien les pâtisseries orientales, ça s'en rapproche quand même. On va dire tout ce qui est la pâtisserie du Levant, quoi, du bord de la Méditerranée, on n'est pas très loin quand même. La matière sucrante, c'est plutôt du miel ou plutôt du sirop de sucre? Non, ça va plutôt être, ça va dépendre des pâtisseries, mais on va plutôt utiliser beaucoup de miel. Et donc c'est qui est un peu le sucre originel avant l'invention du sucre. Oui, c'est ça, exactement. Après, je vais pas vous dire que que les pâtissiers n'utilisent pas de sucre, mais le miel, on va dire, c'est privilégié pour faire les pâtisseries plutôt. Saman Varam, dans votre épicerie, on cite les produits phares. Je voudrais pas terminer l'émission sans parler quand même de l'histoire du caviar en Iran. Oui, parce que les Russes et les Soviétiques à l'époque et les Iraniens se sont partagés la Caspienne, et donc se sont partagés la production de caviar, qui est maintenant interdite. C'est-à-dire, il n'y a plus de caviar sauvage. Mais vous vendez du caviar avec du caviar d'élevage iranien? Oui, effectivement, c'est depuis 2010 que le caviar sauvage est interdit. Effectivement, oui, on a du caviar d'élevage, du beluga essentiellement. Qu'on arrive à importer. D'ailleurs, ça doit pas être facile, ça doit être super contrôlé. Là, c'est très très compliqué d'en obtenir, mais on a eu la chance quand même d'avoir des fournisseurs qui ont réussi à nous livrer. Donc oui, non, c'est un produit vraiment extraordinaire, le caviar beluga, qui vraiment ce côté beurré avec les œufs fermes. C'est l'empereur des caviars, si j'ose dire. Oui, voilà, exactement, oui, c'est ça. On espère, normalement, le caviar sauvage, ils sont en train de renouveler tous les ans, mais là, ils ont dit que le 31 décembre 2025, ils pourront reprendre le caviar sauvage. Mais non. Oui. Alors là, ça veut dire qu'on attend la fin de l'année pour regoûter du caviar sauvage iranien. On espère, en fait. Normalement, ça se finit là, en espérant. Ça veut dire que la ressource a été renouvelée. Alors. Effectivement, voilà, mais moi, si avec Monsieur Pierre Hermé, vous souhaitez venir en Iran, je serais ravi de vous y accueillir. On ira à la mer Caspienne et on ira à la Criée. Je vous trouverai du caviar sauvage.
Mais il faut que je sois là. Il faut qu'on soit là. Alors Pierre, si vous nous entendez, voilà, il y a un petit tour en Iran qui est prévu à la criée sur le bord de la mer Caspienne. Je ferai le guide avec grand plaisir. Et peut-être qu'on mangera un peu d'esturgeon quand même, au safran. Oui, exactement. Ah, bien sûr. Je cuisinerai moi-même. Merci beaucoup Sam Tavassoli d'être venu nous parler de votre belle cuisine iranienne, et merci à Saman Varam qui était avec nous au téléphone de l'épicerie Escan. Ça donne envie. Oui, l'émission s'achève et ça me donne envie de croquer quelques pistaches au safran. Là, on est carrément dedans. Maintenant, direction les infos de 11h. Puis comme chaque dimanche, ce sera le tour d'Alexandre Devecchio en toute vérité. Bon dimanche à tous à l'écoute de nos programmes. Je vous souhaite un bon repas et de vivre en paix. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.